Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Je suis Pascal Richard, je suis la suppléante de notre députée et je suis aussi la tête de liste En Marche pour les prochaines élections consulaires qui, comme vous le savez sans doute, ont été reportées au printemps prochain, au mois de mai prochain. Merci Roland d'être avec nous. Député des Français d'Amérique du Nord, et puis aussi tu as aussi pris des responsabilités au sein maintenant du mouvement En Marche. Tu pourras nous en dire deux mots si tu veux. Voilà, merci à tous d'être là avec nous. On organise ce webinaire avec le Petit Journal, avec Rachel Brunet. Merci Rachel. Et merci à toute l'équipe d'En Marche New York d'avoir organisé ça. On est là donc avec Mokhtar Gawad qui va modérer ce panel avec moi et, euh, et qui a rejoint notre liste pour les consulaires. Merci Mokhtar de ton engagement dans la politique. Bon, je pensais qu'on allait commencer ce webinaire en parlant du confinement, mais malheureusement, il y a une actualité plus brûlante. Et on a tous évidemment une pensée ce matin pour les habitants de Nice. Peut-être, Roland, tu veux nous dire quelques mots là-dessus. Oui, merci Pascal. Bonjour et bonsoir, puisque je suis à Paris à toutes et à tous. Sincèrement, vous me manquez tous et toutes. Ça fait maintenant plus de 8 mois que je n'ai pas mis les questions. C'est extrêmement compliqué, vous le savez, quand on n'est pas américain et qu'on n'a pas de carte verte, ce qui est mon cas, de se rendre aux États-Unis. Et bien qu'étant canadien, je ne me rends pas non plus au Canada, puisque c'est 2 semaines de confinement extrêmement sévères. Donc merci à Pascal et à toute l'équipe d'En Marche New York d'avoir organisé cette rencontre qui nous permet d'échanger. En cette journée particulièrement funeste, moi j'étais à Montréal quand les attentats de Charlie Hebdo et du Bataclan et du Stade de France ont eu lieu. C'est évidemment horrible de vivre ces journées-là ici, mais je sais combien c'est particulièrement difficile de vivre ces journées-là loin. On se sent loin de la France, on se sent loin de ses proches. Comme en plus l'attaque horrible de Nice ce matin, qui n'est pas intervenue dans un lieu totalement neutre, puisque c'est au sein de Notre-Dame de Nice qu'elle a eu lieu, que ce sont des fidèles qui ont été attaqués, avec 3 morts à ce stade suite à cette attaque, mais que d'autres répliques éventuelles, il est très difficile de dire ce qu'il en est, semblent potentiellement avoir eu lieu, à la fois à Jeddah en Arabie Saoudite et à Lyon au moins, où un assaillant potentiel a été arrêté avant qu'il puisse commettre un crime. Une attaque autre à Avignon, qui n'est pas dans le registre terroriste, mais qui est quand même une attaque dans laquelle l'assaillant potentiel a été tué par les forces de l'ordre parce qu'il était menaçant et porteur d'une arme à feu. Ça fait beaucoup, je le répète, quand on est ici. Évidemment, ça fait beaucoup quand on est loin et qu'on s'inquiète pour ses proches, pour sa patrie, pour des villes comme celle de Nice, tu l'as mentionné. Et donc, je tiens à la fois, évidemment, à vous témoigner toute ma solidarité à vous qui vous sentez loin de vos bases, mais aussi, évidemment, témoigner toute ma solidarité, mon émotion auprès des familles des victimes, des proches des victimes. J'étais en hémicycle à l'Assemblée quand cet attentat horrible est arrivé. Le Premier ministre a pris tout de suite la parole. On a fait une minute de silence. On était dans le cadre d'un débat sur le confinement, j'y reviendrai dans une seconde, mais on a suspendu la séance. Le Premier ministre a quitté la séance pour aller en cellule de crise au ministère de l'Intérieur pour suivre la situation. Il est ensuite revenu à l'Assemblée faire une déclaration solennelle. Et vous l'avez vu sans doute, notre président s'est rendu à Nice tout de suite avec les élus locaux et nationaux et a lui aussi fait une intervention extrêmement solennelle, extrêmement forte comme il en a l'habitude. J'allais dire malheureusement comme on en a l'habitude. Mais il a aussi annoncé quelques mesures fortes, et notamment la montée en puissance d'1 degré du plan Sentinelle et Vigipirate au niveau d'alerte maximale, avec, je dois le reconnaître, des sirènes ici qui sonnent plus souvent qu'à l'habitude.
mais aussi des soldats qui ont investi les rues avec une augmentation forte du nombre de militaires français qui sont maintenant en patrouille dans les rues. J'ai l'impression que cette série macabre, en tout cas pour l'heure, semble arrêter et que plus qu'une collection d'attentats organisés, on a peut-être fait face à des répliques macabres, certes, mais pas forcément coordonnées de ce qui s'est passé à Conflans-Sainte-Honorine il y a maintenant une quinzaine de jours. Mais évidemment, c'est l'enquête qui nous le dira et je n'en sais pas plus. Sachez évidemment qu'à la fois l'émotion est forte, mais que la détermination est également très, très forte pour agir. Il faut, je pense, reconnaître ensemble. Il n'y a pas forcément de fierté à ça, mais il faut quand même l'avoir en tête que cette majorité a été consciente de ce risque depuis 3 ans, que Jean-Michel Blanquer, notamment notre ministre de l'Éducation, a alerté très vite sur le risque d'atteinte à la laïcité à la française présent dans les écoles et a mis en place un certain nombre de mesures de soutien des enseignants pour faire face à cette menace de remise en cause de la laïcité dans les classes, avec un certain nombre d'incidents, évidemment pas aussi graves que celui de Conflans, mais un certain nombre d'incidents qui avaient déjà eu lieu depuis maintenant de nombreuses années et auxquels notre ministre de l'Éducation nationale avait décidé de mettre fin à l'habitude peut-être un peu plus simple, mais pas forcément plus souhaitable de ce qu'on appelait le pas de vague. Donc, on ne fait pas trop de bruit, on s'accommode et finalement, l'engrenage mène là où ça nous a menés. On avait aussi beaucoup travaillé sur les enjeux de haine sur les réseaux sociaux. Vous le savez évidemment, l'attentat de Christchurch en Nouvelle-Zélande qui avait été broadcasté live sur les réseaux sociaux pendant bien trop longtemps a conduit à une prise de conscience assez forte des réseaux sociaux en ce qui concerne la diffusion des scènes de crime, et donc notamment les images horribles de l'assassinat de Samuel Paty ont été extrêmement rapidement retirées des réseaux sociaux, et avec quelques tentatives de rajout ces derniers jours, elles ont été à nouveau retirées extrêmement rapidement, donc je dirais du côté des images de crime, des images de violence. On est en train d'apprendre des erreurs et des errements passés des réseaux sociaux. En revanche, du côté de la cyber-haine, comme on l'appelle, hein, et notamment de la meute, qui parfois a tendance à poursuivre de manière à la fois éhontée, exagérée, mais extrêmement efficace, des gens qui finalement ne font que leur métier, en l'occurrence Samuel Paty. On avait voté une loi qui a été retoquée par le Conseil constitutionnel cet été, portée par ma collègue Laetitia Avia, qui est aussi porte-parole d'En Marche. Et évidemment, on est aujourd'hui prêt à remettre sur l'étal ce travail de manière à renforcer la régulation des réseaux sociaux, sujet qui est extrêmement compliqué. Vous vivez aux États-Unis, vous le savez. Les réseaux sociaux sont aussi une source très forte de liberté. Sans réseaux sociaux, pas de printemps arabe. Sans réseaux sociaux non plus, peut-être, pas d'élection de Donald Trump. Donc, toutes ces contradictions liées à la force et aux faiblesses des réseaux sociaux, il faut en tout cas qu'on les traite en tant que telles. On est en train de gérer les solutions, je dirais, dans 2 directions en ce qui nous concerne en France. La première, c'est de s'assurer que les réseaux sociaux mettent au moins les moyens pour modérer. Hein, on a vu pendant cette campagne aux États-Unis des tweets du président des États-Unis retirés par Twitter parce que véhiculant des fausses nouvelles sur le virus. C'était impensable, évidemment, il y a 2, 3, 4 ou 5 ans, mais il faut qu'on aille plus loin. Et donc, nous, on va mettre de la pression sur les principaux réseaux sociaux pour qu'au moins ils aient des moyens de modération et qu'ils aient un correspondant légal présent en France qui puisse répondre de leur inaction, qu'ils peuvent être à même d'assumer s'ils souhaitent ne pas retirer des messages haineux sur Internet, mais qui puissent au moins répondre de leurs actions vis-à-vis des autorités françaises. On a vu aujourd'hui, vous y avez peut-être été exposé, un ancien Premier ministre de Malaisie qui a fait un long thread, là, une longue file de messages sur Twitter, dont l'un d'entre eux appelait littéralement au meurtre 2 millions de Français. Et on a été un certain nombre ici à relayer ce message, à alerter Twitter et à leur demander de le retirer et de sévir sur le compte Twitter de cet ancien Premier ministre de Malaisie, connu depuis longtemps pour ses dérapages. J'ai conscience d'être assez long sur tout ça, mais
La raison pour laquelle je souhaitais le faire, c'est que vous êtes en Amérique du Nord, vous êtes aux États-Unis, et vous faites parfois face, évidemment, à une certaine forme d'incompréhension de la part de nos amis américains sur la volonté un peu forte de réguler les réseaux sociaux, parfois même de les contraindre, et aussi d'assumer une certaine vision de la laïcité à la française. La relation à la religion, la relation aux communautés, la relation au communautarisme est évidemment très différente aux États-Unis, au Canada, au Québec. Trois visions un peu différentes, mais les trois très différentes de celles qu'on a en France. Et donc, étant vous-même français en Amérique du Nord, vous êtes sans doute un peu parfois écartelé entre ces deux visions. Vous faites sans doute l'objet de discussions parfois, allez, un peu animées. Quand vous rentrez en France et qu'on vous traite de multiculturaliste, ou quand vous retournez aux États-Unis et qu'on vous traite de laïcard. Mais n'oubliez pas quand même dans toutes ces conversations que quelles que soient les différences culturelles, quelles que soient les différences d'opinion, quelles que soient ce que j'appelle moi les 50 nuances de la laïcité qu'on a tous et toutes autour de ce sujet, évidemment, rien ne justifie la violence horrible qu'on a vu apparaître en France ces derniers jours. Et c'est d'ailleurs autour de ça qu'évidemment on se retrouve et que la quasi-totalité des démocraties et de celles qui le sont moins ont condamné cet attentat et ont affirmé leur solidarité avec la France. C'est un sujet extrêmement complexe. Vous l'avez vu, y compris d'un point de vue diplomatique, géopolitique aujourd'hui, avec un leader turc extrêmement fragilisé chez lui, qui utilise cet événement pour essayer de détourner l'attention et d'attaquer notre président et d'attaquer la France. L'Europe est unie derrière cette attaque. Évidemment, la France reste extrêmement solidaire, même si, en tant que politique encore assez récent, je le regrette, certains utilisent ces événements horribles pour les instrumentaliser à des fins politiques. J'ai conscience d'avoir été un peu long sur ce sujet, mais qui est un sujet qui me touche évidemment personnellement et qui, j'imagine, vous touche tous et toutes. Mais je souhaitais, et merci Pascal de m'avoir permis de le faire, vous faire cette intervention pour commencer. C'est un sujet qui est discuté abondamment dans les écoles franco-américaines, comme tu peux imaginer, parce que je pense que ça commence par l'éducation des enfants et que ce n'est pas du tout évident pour les binationaux, comme tu l'as dit, de comprendre la complexité de ça. Donc je crois qu'il faut continuer à inviter des gens venus de France qui peuvent nous parler de ça, qui peuvent nous expliquer voilà, ce qui se passe, le projet de loi d'Emmanuel Macron, tout ça c'est important. Deuxième sujet donc d'actualité, le confinement, qui évidemment commence en France demain soir et va toucher aussi les Français de l'étranger. Donc est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ce confinement? Oui, ben certains d'entre vous ont sans doute entendu le président hier, hein, qui de mon point de vue s'est plutôt exprimé de manière à la fois claire, franche, sans faux fuyant et en allant droit au but. C'est un jour sans fin, quoi. C'est le jour de la marmotte, c'est Groundhog Day. On a l'impression d'être revenu quelques mois en arrière. On a l'impression que cette année 2020 n'en finit pas de finir. Et on est effectivement, parce que les courbes sont sans appel, l'épidémie galope et elle galope partout en Europe, obligé de reprendre des mesures de confinement dont on se serait bien passé. Alors, pour ceux qui ont vu le film avec Bill Murray, le jour de la marmotte, ce n'est pas tout à fait le même jour à chaque fois. Et donc, on a appris évidemment de la première partie du confinement pour adapter les mesures, pour faire en sorte que, elles aient un impact psychologique, collectif, moins fort, et que deux, elles puissent aussi limiter l'impact de ce confinement sur l'économie qui a énormément souffert, évidemment, de la mise à l'arrêt de la plupart des activités, en tout cas de la moitié d'entre elles au printemps dernier. Mais globalement, tu l'as dit, à partir en fait de ce soir, hein, donc à partir de jeudi soir, minuit, heure de Paris, le confinement se met en place. Les gens sont censés être chez eux. Les écoles restent ouvertes, écoles, collèges et lycées. Les universités ne sont pas fermées, mais sont censées dispenser leurs cours à distance, comme c'est le cas d'ailleurs de la plupart des universités d'Amérique du Nord, mais comme ce n'était pas encore le cas en France. Les gens sont censés aller au travail, mais en privilégiant de manière
extrêmement forte au télétravail. On n'a pas assez fait de télétravail en France, là encore, notamment quand on compare à ce qui est fait en Amérique du Nord. Donc, on renforce le télétravail et on limite énormément les événements privés, puisqu'on n'est plus censé sortir de chez soi pour aller voir qui que ce soit d'autre que des proches dans le besoin, des personnes âgées, des malades, des personnes qui sont dans les maisons de retraite, dans les EHPAD, qui, elles, restent ouvertes. Mais mis à part pour emmener ses enfants à l'école, faire ses courses essentielles qui consistent essentiellement à se nourrir ou aller travailler, on est chez soi, on sort 1 heure par jour, on fait un jogging à moins d'1 kilomètre et c'est tout. Et ça va durer au moins 4 semaines. Vous savez ce que c'est à New York. Je ne suis pas sûr que les gens qui sont tous en ligne aujourd'hui sont à New York, mais une grande partie d'entre eux le sont quand même. C'est déprimant. Personne n'est heureux de se repayer ce confinement. Et je peux vous dire que le président avec qui j'ai échangé rapidement et le gouvernement n'est pas très heureux non plus de devoir passer par là. Mais malheureusement, c'était la seule option qui permettait de limiter la diffusion de ce virus qui est en train d'accélérer. Pour vous, de manière très concrète, ça ne change pas grand-chose. Ça change davantage pour les Canadiens, puisque les frontières en dehors de l'Union européenne sont désormais fermées. Je mets des guillemets parce qu'évidemment, un Français qui réside à l'étranger peut toujours rentrer en France. On est en train d'échanger avec le Quai d'Orsay, le ministère de la Santé, pour nous assurer qu'on a tous bien compris ce qu'a dit le président hier, c'est-à-dire que les tests seront obligatoires d'où que ce soit que vous veniez, mais les tests seront faits à l'aéroport. Donc, pour les Canadiens qui aujourd'hui, enfin pardon, pour les Français du Canada qui aujourd'hui pouvaient rentrer en France sans aucune contrainte, ça en rajoute une. Ils vont devoir se faire tester en arrivant. Pour les Français qui vivent aux États-Unis, on vous donnera l'information dès qu'on l'aura, mais ça pourrait peut-être paradoxalement se traduire par un allègement, puisque du coup, les tests auraient tous lieu à l'aéroport en arrivant et vous n'auriez plus le calvaire des 72 heures qui, pour certains d'entre vous, a véritablement été un problème. Je le répète, on va récupérer l'information, évidemment, et la mettre dans notre infolettre et sur notre site Internet dès qu'on l'aura. Mais en tout cas, évidemment, le message que je vous donne depuis 8 mois est toujours le même. Essayez de limiter au maximum vos déplacements. Restez là où vous êtes. Ne rentrez en France que pour des raisons impérieuses, des proches malades, des événements familiaux auxquels vous ne pouvez pas échapper, ou des raisons professionnelles, elles aussi impérieuses, qui vous conduiraient à rentrer. Attention au retour quand même. Vous savez bien que carte verte et passeport américain, ça marche, que pour le reste, c'est des dérogations, mais qu'elles ne sont pas forcément faciles à obtenir. Et puis surtout, évidemment, soyez prudents. La leçon de tout ça, quand même, c'est que, surtout en France d'ailleurs, peut-être moins en Amérique du Nord, on a besoin peut-être de contraindre un peu trop les gens pour qu'ils se conforment à la discipline. Et ça, je le regrette. Mais quand je vois la manière dont les confinements ont été respectés sur la côte Est, sur la côte Ouest, à Montréal et ailleurs, je me dis qu'on aurait peut-être un peu à apprendre de nos compatriotes qui vivent en Amérique du Nord pour mettre un peu moins de règles ici, mais peut-être mieux les respecter. Voilà. Portez-vous bien, évidemment. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, évidemment, l'essentiel. Olivier Véran le répète à toutes ses interventions, les gestes barrières. Merci Roland. Je suis sûre qu'on aura plein de questions là-dessus, mais je pense qu'on va aborder notre thème qui est celui donc du plan de relance et de l'aide financière possible aux Français, notamment aux Français de l'étranger. Et je voudrais rappeler à tout le monde que vous pouvez poser vos questions sur le Q&A. Pascal Royer, qui est avec nous, va modérer ces questions. Voilà, je pense qu'on aura un temps pour y répondre plutôt à la fin, à moins qu'elle ne s'insère dans la discussion qu'on a. Donc voilà, la question Roland, elle est assez large, mais voilà, le gouvernement a développé un plan de relance très important, je veux dire, qui montre voilà, que la France soutient les Français de 200 milliards d'euros. Dans ce plan de relance, il y a des mesures qui concernent les Français de l'étranger. Y a-t-il des mesures qui concernent les Français de l'étranger, notamment au niveau du soutien à l'exportation? Je vais tout citer, mais je ne sais pas voilà, si tu pourras répondre à tout, mais soutien à l'exportation,
Soutien aux activités culturelles, je pense que ça c'est aussi très important, cette idée de la diplomatie culturelle, et on ne voudrait pas que nos alliances françaises et instituts culturels soient obligés de fermer. Diffusion de éducation des enfants, en fait, des enfants de Français expatriés. Alors, bon, d'abord, le plan de relance, j'allais dire malheureusement, il est passé un peu au second plan de l'actualité avec ce reconfinement qui va se traduire au-delà du plan de relance par un nouveau plan de soutien. Donc, on a fait 3 plans de soutien au printemps, ce qu'on appelle des budgets rectificatifs. On va en faire un 4e. Le plan de relance, il faut avoir en tête l'idée selon laquelle c'est un peu le cap auquel on essaye de s'accrocher pour se dire qu'au-delà de la crise, il va falloir relancer l'économie française. Il va falloir, on l'a dit et je vous le redis, la rendre plus verte, la rendre plus sociale, la rendre peut-être plus industrielle et plus nationale. Mais le plan de relance, les 100 milliards auxquels tu fais référence, qu'on a voté la semaine dernière à l'Assemblée, qui sont au Sénat et qui reviendront à l'Assemblée pour un vote définitif d'ici la fin de l'année, concernent, je dirais, le cap vers lequel on souhaite s'orienter. Par ailleurs, il y a des mesures d'urgence qui ont été votées au printemps, dont je vais y venir dans une seconde. Un certain nombre concernent directement les Français de l'étranger et dont on va sans doute devoir augmenter le montant à l'occasion d'un 4e budget rectificatif qui sera voté dans les jours qui viennent. On a fait des choses directement pour les Français d'étranger et elles sont encore en place et se développent encore. Au-delà évidemment du rapatriement, on a rapatrié près de 400 000 Français qui étaient un peu partout, ce qui est plus qu'aucun pays au monde. Les États-Unis eux-mêmes, qui ont un peu plus d'Américains en goguette encore que nous, les derniers chiffres que je regardais, c'était de l'ordre de 200 000. On est à 370 000 Français qui ont été rapatriés, ou en tout cas qu'on a appuyé dans le rapatriement. Vous le savez, le confinement est arrivé en pleine vacances scolaires. On avait aussi beaucoup d'hommes et de femmes d'affaires qui étaient en déplacement. On a mis en place un certain nombre de contraintes, dont je reconnais qu'elles n'ont pas été faciles sur les déplacements, mais elles permettaient avant tout de s'assurer qu'on puisse quand même se déplacer entre le monde et la France, et notamment évidemment les Français de l'étranger puissent se déplacer entre le monde et la France. Ça m'a beaucoup occupé cet été, notamment la fameuse histoire des 72 heures de résultats de tests qui a failli être une contrainte infranchissable pour entrer en France et que, je pense qu'on peut le dire, grâce à vos alertes et grâce à mon action, on a réussi à alléger un peu. On a aussi travaillé, ça peut paraître anecdotique, mais ça concerne quand même des centaines de couples, des laissez-passer exceptionnels pour des couples non mariés, non pacsés, et qui étaient binationaux, pour lesquels le conjoint ou la conjointe n'avait pas de visa, n'avait pas de passeport, et souhaitait, après plusieurs mois de distance, retrouver son ou sa conjointe. Vous avez sans doute entendu autour de vous des jeunes et des moins jeunes qui étaient dans cette situation. On a aussi, et ça je pense qu'on est un des seuls pays à l'avoir fait, voté des budgets pour soutenir les Français de l'étranger. Donc on a voté plus de 200 millions d'euros au printemps dernier pour soutenir, tu l'as dit, les établissements culturels, les lycées, les écoles, avec 100 millions de trésorerie pour l'Agence française de l'enseignement français, la EFE. On a aussi voté des budgets pour l'aide sociale, et notamment l'aide sanitaire d'urgence, pour des familles qui d'un seul coup se retrouvaient totalement démunies vis-à-vis de leur protection sanitaire, et de l'aide sociale qui passait aussi par les bourses scolaires, parce que, de mémoire, 50 millions d'euros en plus, un certain nombre de parents se sont retrouvés presque du jour au lendemain sans emploi et donc sans capacité à payer les frais. On a mis aussi en place de la protection consulaire qui concerne évidemment moins les Françaises et les Français d'Amérique du Nord, mais notamment des femmes qui faisaient face à des violences conjugales ou à des violences tout court dans certains pays dans lesquels la protection consulaire a été utile pour des mineurs en danger également. Et puis, on a mis en place des aides d'urgence qui sont opérées par les consuls et les consulats. Donc, je sais qu'il y avait un certain nombre de questions en amont de ce webinaire là-dessus.
Donc, pour ceux qui sont dans une situation extrêmement difficile, sachez que ces aides sont disponibles, que vous pouvez postuler en ligne sur votre consulat, que les critères varient en fait un peu suivant évidemment les postes consulaires et les régions du monde. Et donc, je vous engage vraiment à déposer un dossier auprès de votre poste consulaire si vous avez face à une situation, je dirais, sociale particulièrement dégradée. Et malheureusement, il y en a. Voilà, on a aussi un certain nombre de projets, mais qui ne sont pas encore complètement opérationnels sur la mise en place d'une plateforme de réponse téléphonique qui permettra d'aider les Français de l'étranger, je dirais, dans le besoin. Mais ça, ce sera plutôt pour fin 2020, début 2021. Mais voilà, Pascal, longue réponse courte à ta question. Évidemment, des aides directes importantes. On est un des seuls pays à l'avoir fait. Et puis, au-delà, dans le plan de relance, tu l'as mentionné dans ta question, un appui au secteur de l'exportation, un appui à tout le système de Business France que vous connaissez, puisque certains des employés de Business France sont présents chez vous, qui permet d'appuyer nos entreprises exportatrices dans une période extrêmement difficile. Le commerce extérieur a plongé exportation et importation comme il ne l'avait jamais fait auparavant au printemps dernier. Et donc, il faut à tout prix qu'on aide nos entreprises à retrouver des marchés porteurs. Roland Mokhtar, donc merci de l'introduction et puis surtout sur les explications apportées aux dernières mesures prises par le président et le gouvernement sur le confinement. Beaucoup de questions là-dessus, mais je dirais que nous y reviendrons dans un second webinaire qui va avoir lieu bientôt. Donc, soyez patients pour avoir les réponses. Donc, on va continuer sur ce plan de relance qui est aujourd'hui le principal sujet. Le grand défi du gouvernement, et beaucoup de gens nous l'ont dit, est de déployer ces crédits. Est-ce qu'il y a eu des mesures prises pour accélérer les décaissements, pour accélérer auprès de nos compatriotes qui en ont besoin des aides d'urgence? Est-ce qu'ici au consulat, aux ambassades essentiellement, vous avez alerté nos autorités pour que les choses aillent vite? Parce que parfois, nous l'avons vu, et même témoigné, des gens attendent malheureusement trop longtemps. Alors, c'est un défi majeur. On sait qu'on a sans doute, je pense qu'il faut qu'on le reconnaisse, une des meilleures administrations du monde, mais qui manque parfois un peu d'efficacité opérationnelle, en partie du fait du millefeuille administratif. C'est moins le cas évidemment à New York, San Francisco, Los Angeles ou Montréal. C'est un peu plus le cas ici à Charleville-Mézières ou à Thionville. Et c'est un des défis extrêmement bien identifiés par le gouvernement et le Premier ministre dans l'exécution de ce plan de relance. Donc, il y a une volonté très forte d'être efficace. Il y a un suivi, pas tout à fait au quotidien, mais hebdomadaire puis mensuel, des décaissements. Il y a une capacité à éventuellement même faire évoluer les dépenses d'une ligne vers une autre si tel ou tel ministère ou telle ligne budgétaire est insuffisamment efficacement dépensée. Le plan de relance qu'on a voté, je pense qu'il est 3 à 4 fois supérieur à celui qu'avait mis en place le gouvernement Sarkozy suite à la crise de 2008-2009, 25 à 30 milliards de mémoire. Il faut que vous sachiez que plus de 10 ans plus tard, à peine la moitié de ce plan de relance a été dépensé. Donc ça montre l'ampleur du défi. Nous, on souhaite que la majeure partie de ce plan de relance soit dépensée dans les 2 à 3 ans qui viennent. Donc il y a énormément de pression qui est mise sur les administrations pour le dépenser. Alors, une partie vient d'être votée, elle doit encore être votée par le Sénat et donc ne sera opérationnelle qu'au 1er janvier prochain. Une partie sera automatique et extrêmement puissante, c'est les baisses d'impôts de production qu'on met en place ici sur le territoire français. Mais une partie est déjà présente, une partie est déjà dépensable, si je puis dire. Et clairement, le message que je vous donnerai sur les aides qui vous concernent, qui sont une petite partie des 100 milliards, mais une partie qui peut être importante pour certains d'entre vous. Il y a peut-être aussi, parmi les gens qui nous écoutent, des chefs d'entreprise qui ont des établissements en France et donc qui payent l'impôt sur la production et donc qui sont concernés par les mesures du plan de relance en France. C'est que si vous sentez que ça bloque, vous nous écrivez. Et puis nous, on verra avec mon équipe comment vous aider à débloquer les choses ou en tout cas à s'assurer que vous ayez au minimum l'information si vous ne l'avez pas.
Je vais revenir à un sujet un peu plus général, mais moi qui m'importe beaucoup. En fait, dans ce plan de relance, il y a un autre volet qui est le volet écologie, en fait. Bon, je pense qu'il y a beaucoup d'attentes dans ce domaine-là, de vouloir que finalement on aille plus vite, plus loin. Et est-ce que ce n'est pas justement l'occasion, cette crise inégalée, de changer un peu la donne et de changer, pas un peu d'ailleurs, de changer vraiment la donne. Et où est-ce qu'on en est là-dessus? Et est-ce qu'il va y avoir des contrôles? Est-ce qu'il va y avoir en fait des indicateurs de réussite là-dessus? Et j'imagine que les entreprises françaises, peut-être à l'étranger, peuvent aussi rentrer dans ce système-là. Je veux dire, même si elles ne sont pas directement concernées parce qu'elles sont aux États-Unis, ça serait formidable de pouvoir lancer ça sur le territoire américain, par exemple. Je pense qu'il y a peut-être d'autres têtes de liste qui m'écoutent là, et de dire aux entreprises françaises, voilà, ça c'est ce qu'il faut faire pour qu'on aille dans le bon sens. Est-ce que vous pouvez le faire aussi? Bon, la réponse courte, évidemment, c'est oui. Hein. C'est Rahm Emanuel, Chief of Staff de Barack Obama, qui reprenait une citation célèbre de Churchill en disant « Never let a good crisis go to waste ». Il ne faut jamais gâcher une bonne crise. Et donc, cette crise, elle doit être l'occasion, effectivement, de revoir un peu en profondeur nos processus de production, et notamment, évidemment, dans une direction plus verte, parce qu'on voit bien quoi, que la manière dont on a produit, je dirais plus généralement, globaliser le monde depuis maintenant que le mur de Berlin est tombé, donc depuis un peu plus de 30 ans, a été très efficace pour réduire la pauvreté et libérer de la richesse, mais très inefficace pour maintenir la planète dans un état à peu près soutenable. Cela dit, il faut être conscient qu'aujourd'hui, il y a un vrai débat de société, il y a un vrai débat politique, il y a un vrai débat de vision du monde qui oppose déjà, mais qui va opposer, et notamment dans le cadre des élections nationales à venir et de l'élection présidentielle en particulier, deux visions du monde. Et je ne pense pas qu'il y ait une vision verte et une vision pas verte, mais il y a deux visions vertes. Le président a été un peu taquin en caricaturant une certaine vision du monde, en les qualifiant d'amish, que vous connaissez bien évidemment pour certains d'entre vous aux États-Unis, puisqu'ils sont plus près de chez vous que de chez nous ici. Mais c'est vrai qu'on peut avoir une vision de la transition écologique davantage liée à un modèle de sobriété qui, poussé un peu plus loin, peut nous amener à un modèle de type décroissance, qui, pour être très franc, peut être assez efficace d'un point de vue de la transition écologique. Hein, la décroissance ultime, c'est le confinement. La croissance s'est effondrée de 20, 30, 40% pendant quelques semaines, et évidemment, les émissions de gaz à effet de serre en ont fait à peu près autant. Mais avec des dégâts sociaux, des dégâts économiques extrêmement forts. L'autre voie, alors je la caricature un peu celle-là évidemment, mais elle est présente, cette voie de sobriété qui est un autre monde est possible, moins de croissance, un retour au circuit court, un retour à l'agriculture de nos parents ou de nos grands-parents, pas sûr qu'elle ait vraiment existé comme ça. On est capable de croître autrement. On est capable de croître autrement entre nous, franchement, à Manhattan, Brooklyn ou Paris 7e, oui. Je ne suis pas sûr qu'on ait de quoi, avec un modèle de ce type, nourrir la planète, 7 milliards d'habitants, ou même nourrir la France. Mais cela dit, moi je suis persuadé qu'un autre monde est possible, qui lui aussi est écologique, qui est peut-être un peu moins efficace, qui est peut-être plus complexe, qui est peut-être un peu plus coûteux, mais qui, in fine, est la seule manière pour moi d'avancer, qui est de réconcilier les deux. De réconcilier l'économie et l'écologie, que de réconcilier un mode de croissance différent avec une croissance plus économe, mais une croissance quand même. Et dans ce plan de relance, sur les 100 milliards, il y a 35 milliards qui visent exactement à ça. Donc plus d'un tiers qui est exclusivement concerné et dirigé vers l'accélération de la transition écologique. La rénovation des bâtiments thermiques. La rénovation thermique, pardon, des bâtiments. Donc, vous avez énormément de bâtiments en France, publics ou pas publics, qui sont extrêmement mal isolés. Et ça, c'est la deuxième source d'émissions de gaz à effet de serre en France, après le transport. Et on a presque 7 milliards d'euros qui sont déclinés autour de ça. On a des investissements dans les transports.
évidemment plus économe en carbone à court terme, transport public, plan vélo, mise en place de pistes cyclables appuyées dans toutes les communes de France si elles le souhaitent, mais aussi à plus long terme. Beaucoup d'investissements dans la recherche sur les combustibles à hydrogène, qui sont sans doute une manière extrêmement efficace à terme, mais il va falloir mettre pas mal d'euros en investissement pour y arriver, de développer une technologie propre pour les transports collectifs, avec derrière des entreprises françaises et mondiales qui vont pouvoir en profiter. Air Liquide, installé évidemment aux États-Unis, Alstom, également installé en Amérique du Nord, mais qui est un des fleurons français des entreprises de transport. Donc, on a dans ce plan de relance une vision de la transition écologique forte, une vision de la transition écologique ambitieuse, mais une vision écologique qui passe par une production différente plutôt qu'une décroissance. Et ça, c'est assumé. Ce n'est pas toujours compris. C'est parfois même pas mal critiqué. Et notamment, il faut le reconnaître dans les villes, où on l'a vu avec les municipales, l'électorat urbain traditionnel a tendance à se détourner un peu de nous pour aller vers des candidats écologistes plus traditionnels. On l'a vu à Bordeaux, on l'a vu à Lyon, on l'a vu à Grenoble où le maire a été réélu. On a vu aussi qu'une fois en place, ces maires ont eu quelques politiques, quelques annonces un peu surprenantes. Et le débat majeur autour de ça, c'est la relation qu'on a avec la 5G. Est-ce qu'on déploie la 5G qui est déjà déployée dans un certain nombre d'États aux États-Unis parce que paradoxalement, en fait, c'est une manière plus économe de déployer Internet parce qu'à débit constant, la 5G consomme beaucoup moins que la 4 ou la 3G. Ou est-ce qu'on dit la 5G, on fait un moratoire et on verra plus tard? Et pour l'instant, il y a quelques villes, pas toutes, écologistes qui ont décidé de mettre en place un moratoire. Et franchement, derrière ça se cache véritablement de manière de voir la croissance. Alors, bon, dans ma question, il y avait ce fait, est-ce que les entreprises françaises ici aux États-Unis peuvent participer d'une façon ou d'une autre Oui, alors, mieux-être moi, j'ai souvent avec les entreprises françaises aux États-Unis, les petites, les moyennes et les grandes. C'est toujours un paradoxe. Hein. Elles sont en général assez fières d'être françaises, portent assez haut les qualités françaises et notamment la qualité de nos ingénieurs, la qualité de nos designs, la qualité de nos produits pour ce qui est des produits agroalimentaires notamment, mais avec une volonté affirmée aussi de s'inscrire dans le territoire américain. Hein, les grandes entreprises industrielles présentes aux États-Unis souhaitent aussi se présenter auprès des autorités. Elles ont raison, comme des entreprises américaines installées en Amérique. Et donc, leurs politiques environnementales doivent être au confluent des questions qu'on se pose en France et des réponses qu'on y amène, et aussi des questions qu'on se pose aux États-Unis et des réponses qu'on y amène. Donc, clairement, une entreprise qui est présente à Houston, Texas, aura des défis environnementaux différents d'une entreprise présente à Seattle ou d'une autre présente à Manhattan ou à Brooklyn. Et donc, moi, je vois bien que ce n'est pas toujours facile, j'allais dire, de faire le français de service quand vous êtes une grande entreprise industrielle française présente aux États-Unis. Cela dit, évidemment, si on investit des milliards d'euros dans la recherche sur l'hydrogène et qu'en collaboration d'ailleurs avec les Allemands et quelques autres, l'Europe devient des fers de lance des technologies de propulsion à hydrogène, des entreprises françaises d'extrême qualité comme Air Liquide présentes aux États-Unis en bénéficieront, puisqu'elles font partie évidemment des entreprises qui vont s'intégrer dans ce type de recherche et pourront évidemment porter ces fers de lance-là aux États-Unis. Mais je pense quand même que pour que les États-Unis accélèrent le virage, même si quelques États l'ont gardé, il faudra qu'une certaine élection présidentielle qui a lieu dans quelques jours se passe pas trop mal. Alors, Roland, vu d'ici, parce qu'on voit énormément de pubs et de messages adressés aux entreprises françaises en France pour pouvoir participer à la réussite de la relance de l'économie du pays. Comment nous, ici, Français de l'étranger, pourrions contribuer à cette relance et comment vous voyez le rôle de chacun ou de chaque entreprise française présente ici pour la relance de l'économie française globalement? D'abord, je le disais tout à l'heure, une des grosses sources de décroissance au printemps, c'est l'effondrement des échanges internationaux. Donc, tous ceux qui, d'entre vous, travaillent
pour des entreprises françaises qui participent au rayonnement de la France à l'international, vous avez un rôle extrêmement important pour continuer à porter la qualité de l'industrie et des biens et services français. Vous avez aussi un rôle culturel extrêmement important parce qu'on est dans une phase pandémique qui, historiquement, depuis des millénaires, s'est toujours traduit, quand une pandémie intervient ou une grande épidémie intervient, par une tentation très forte de repli sur soi. Et vous êtes tous et toutes forcément des vecteurs de l'ouverture. Et donc, vous avez un rôle aussi culturel extrêmement important. Moi, je le vois ici, hein, modestement, les quelques députés des Français de l'étranger présents ici, on est 11, ont tous ce rôle un peu d'ouverture d'une Assemblée nationale française qui parfois est quand même un peu repliée autour de soi, se pose des questions parfois un peu trop franco-françaises. Et donc ça, pour moi, c'est essentiel. C'est essentiel que dans vos échanges avec les uns et les autres, on en parlait tout à l'heure, y compris d'ailleurs sur des sujets sociétaux comme la relation avec la laïcité, qu'on soit capable de parler de tout de manière ouverte, qu'on soit capable d'échanger sur tout de manière transparente, qu'on soit capable de se chicaner, comme on dit au Québec, avec nos amis américains quand ils lèvent les tarifs sur les vins français alors qu'ils ne le font pas sur les vins italiens. Mais tout ça, évidemment, en gardant une bienveillance et une ouverture qui est essentielle. Ça va être extrêmement dur. Ça va être dur économiquement, ça va être dur socialement, ça va être dur psychologiquement et ça va être dur sociétalement les semaines et les mois qui viennent. Et donc, moi, j'ai vraiment besoin, je pense que la France a vraiment besoin, que vous soyez tous porteurs de ce message d'universalisme avec bienveillance. Et puis, le dernier point, je vais peut-être être un peu politique là, mais il y a une élection présidentielle très importante. Vous en avez une dans une semaine. Celle qui aura lieu dans 18 mois ici le sera tout autant. Donc, évidemment, je vous laisse choisir pour qui et avec qui vous allez vous engager. Mais j'aurais besoin, en tout cas, la France a besoin que les Français qui sont à l'étranger s'engagent. Parce que vous êtes aussi les vecteurs de l'ouverture, du progressisme en France. Et donc, pas seulement là où vous êtes en Amérique du Nord. Et moi, j'ai besoin que pendant cette campagne, la France aussi évite le repli sur soi et qu'elle puisse se porter vers un monde compliqué, vers un monde difficile, vers un monde économiquement plein de défis, mais vers un monde dans lequel c'est par l'ouverture et l'offensive qu'on gagnera plutôt que par le repli et la défensive. Donc, vous avez pas mal de boulot, les amis. Merci Roland. Je voudrais poser quelques questions qui sont sur le Q&A. Ce sont évidemment plutôt des questions qui ont trait au confinement et au reconfinement. Okay. Alors donc, Michael nous demande, actuellement en France, en province, pourrais-je rejoindre Charles de Gaulle dans 10 jours pour rentrer aux États-Unis, sachant qu'il n'y aura pas de passage d'une région à l'autre possible? Donc si tu es en province, en fait, et d'ailleurs, je veux dire, deux questions là-dessus, mais si tu es en province, comment est-ce que tu fais pour rejoindre Charles de Gaulle et éventuellement les États-Unis? Et la même chose dans l'autre sens. Donc, si tu es français, que tu rentres en France. Voilà. Bon, évidemment, si vous rentrez en France et que vous arrivez à Charles de Gaulle et que vous devez vous rendre à Brest, à Clermont ou à Grenoble, vous aurez, comme c'était le cas d'ailleurs pendant le confinement, une attestation à télécharger. Je vous engage d'ailleurs, pendant qu'on y est, à télécharger Tous Anti-Covid, qui est la nouvelle application qui permet à la fois de faire du contact tracing assez efficace, mais qui donne aussi beaucoup d'informations sur l'évolution de l'épidémie en France et qui permet de télécharger cette fameuse attestation. Et donc, en présentant évidemment votre billet d'avion et en étant capable de montrer qu'effectivement, c'est bien à Grenoble que vous êtes domicilié, vous pourrez vous y rendre. Dans l'autre sens, franchement, Michael, je ne sais pas encore. Évidemment, si vous vous rendez aux États-Unis pour des raisons impérieuses, il est très, très probable que cette dérogation vous permettra aussi de vous y rendre. Il faudra que vous ayez votre billet d'avion, il faudra que vous ayez un certain nombre de justificatifs. Mais l'objectif, il est quand même de limiter les déplacements au strict minimum. Et donc, il faudra quand même une bonne raison. Rentrer chez soi quand on est américain, c'est une bonne raison, Michael. Donc, si votre prénom sonne comme la nationalité qui est la vôtre, cette raison sera la bonne. Mais il faut être conscient quand même qu'il va falloir un peu justifier tout ça.
Donc là encore, les attestations seront disponibles sur le site ou sur l'application. Mais l'objectif, il est quand même de limiter au maximum les déplacements interrégions dans les 4 semaines qui viennent, voire même un peu plus. Voilà, bah, l'autre question de Morgane, elle est un petit peu similaire. Je devrais rentrer en France pour voir mes parents, que je n'ai pas vus depuis le mois de janvier. On est nombreux à être dans ce cas, de ne pas avoir vu nos familles depuis longtemps, ce qui est très très dur. Mon ticket a été pour le 4 décembre. Est-ce que je devrais repousser? Est-ce que je pourrais faire Boston, Paris-Nice, aller-retour? Alors, j'imagine que Morgane, si ses parents sont en France, est française. Et donc, je vous le dis et je vous le redis, un ou une Française qui vit à l'étranger peut rentrer en France à tout moment, quelles que soient les circonstances. Le retour aux États-Unis sera peut-être plus compliqué. Je ne connais pas quel est son statut aux États-Unis. Pour l'instant, carte verte, passeport américain, évidemment, aucun problème. Les visas, il y a des exemptions qui sont quand même données de manière un peu plus simple aujourd'hui qu'il y a quelques mois. Il faut faire la demande au consulat à Paris et ça se fait de manière à peu près correcte dans les exemptions qui sont prévues et toutes les informations sont sur le site. Donc, Morgane pourra revenir ici, pourra rentrer aux États-Unis. Le conseil est toujours le même, hein. Limiter au maximum les déplacements. Mais j'ai moi-même un fils que je n'ai pas vu depuis des mois qui est au Canada et j'espère bien qu'il va pouvoir rentrer pour Noël, voir papa et maman, surtout maman, qui s'en languit beaucoup. Et étant français, il pourra évidemment le faire. Mais il faut essayer de limiter au maximum les déplacements au strict nécessaire. Mais je comprends évidemment Morgane qui, si elle n'a pas vu ses parents depuis longtemps, et vous êtes sans doute dans ce cas-là, voudra le faire. Donc voilà, on aura sans doute un test en arrivant à l'aéroport pour Morgane. Elle pourra faire effectivement la connexion jusqu'à Nice, puisqu'elle pourra sans doute montrer avec un document que leur enverront ses parents d'attestation de domicile ou autre, que c'est bien là qu'elle se rend. Et donc elle fera Boston, Paris-Nice directement. Elle passera le temps qu'il faut avec ses parents et rentrera aux États-Unis suivant la même procédure, dérogation, attestation et retour. Bon, merci pour ça. Voilà, il va y avoir donc, j'espère qu'il va y avoir des élections consulaires en mai prochain. Je ne sais pas, on entend des bruits comme quoi des élections précédentes vont peut-être être annulées. Donc, bon, j'aimerais bien que tu me dises un mot de ça. Euh, c'est vrai que nous, on est engagés pour là-dedans. Euh, je pense que c'est vraiment important que les Français comprennent quoi, qu'ils ont une représentation consulaire. Pour l'instant, 5 conseillers consulaires à New York et qui peuvent faire appel à eux et qu'en même temps, ces conseillers ont un rôle politique puisqu'ils sont les grands électeurs des sénateurs, mais une gestion aussi à l'intérieur de commissions de tas de choses. Bon, est-ce que tu peux nous dire un peu comment est-ce que tu vois ce rôle de conseiller consulaire qui d'ailleurs a été mis en avant récemment, donc voilà, qui va être renforcé. Bon, d'abord, nous, on a souhaité en changer le nom et appeler ça les conseillers des Français de l'étranger, parce qu'on pense que ça porte mieux son nom. C'est leur rôle d'être conseiller des Français de l'étranger, d'être un trait d'union entre les préoccupations locales. Le terme est très important pour moi, ce sont les élus locaux des Français de l'étranger et les préoccupations nationales qu'on a ici en France. Ils sont évidemment un contact privilégié pour l'élu national que je suis. Moi, j'ai des contacts réguliers avec vos élus. Je souhaite en avoir encore plus après ces élections. Ce qu'on fait aujourd'hui, hein, et le webinar que vous organisez, pour moi, est typiquement éventuellement des choses qui peuvent être organisées par des conseillers des Français de l'étranger. Tu ne l'es pas. Je souhaite vivement que tu le sois un jour et je vous le souhaite même à tous et toutes sur cette liste. Mais au-delà de ça, évidemment, la capacité à organiser une information locale sur des sujets locaux, mais qui concernent les Françaises et les Français, pour moi, fait partie des missions importantes des conseillers consulaires. Il y a aussi la représentation des communautés françaises auprès des autorités locales. On le dit toujours, mais c'est vrai. Les Italiens, les Grecs, les Espagnols, les Juifs,
les Ukrainiens, j'en passe et des meilleurs, sont bien meilleurs que nous à se représenter auprès des autorités locales quand il y a un sujet particulier qui les concerne. Et je pense que les Français, on peut faire mieux. Je pense que les conseillers consulaires peuvent faire mieux pour représenter les communautés françaises auprès des autorités locales. Un exemple typique pour moi, quand Trump a décidé d'augmenter les tarifs de 25% sur le vin français, on a tous essayé de faire ce qu'on pouvait avec nos petits bras. Moi, j'ai écrit directement à l'ambassadrice ici, évidemment. Je suis intervenu auprès du Quai d'Orsay pour qu'avec eux, on puisse intervenir auprès des autorités nationales et fédérales américaines. On aurait pu sans doute, on aurait dû sans doute intervenir davantage aussi auprès des autorités locales pour que, par exemple, le maire de New York, le gouverneur de New York puissent réaliser combien il y a aujourd'hui de Françaises et de Français qui, à New York, vivent de ce business, font de l'importation, font de la distribution, vendent du vin français chez les cavistes, servent du vin français chez les grands restaurants. On n'a pas cette habitude un peu grégaire de lobbying national que les Italiens, je le répète, les Espagnols, les Grecs et beaucoup d'autres ont et sont très bons. Donc je pense que ça fait partie des choses qu'on doit renforcer pour les conseillers consulaires, cette capacité à porter ensemble des sujets qui concernent les Français et qui permettent d'interagir pas seulement d'un point de vue diplomatique avec l'administration fédérale, mais aussi avec les autorités locales. Donc ça, pour moi, c'est très important. Moi, je vais plaider pour que ces élections aient lieu quoi qu'il arrive. On les a reportées d'un an, soyons clairs, on était tous un peu perdus au mois de mai, on ne savait pas bien comment tout ça allait se passer, et tenir des élections dans l'urgence, ce n'était pas facile. Mais tu l'as dit, Pascal, dans une semaine, il y a des élections aux États-Unis, vous êtes dans une vague presque aussi grave que la nôtre, et c'est plutôt la troisième que la deuxième d'un virus mondial, ça ne vous empêche pas de voter. Du shérif jusqu'au président, vous élisez tout le monde. Donc je pense qu'il faut que nous, on apprenne aussi à vivre cette démocratie de manière compliquée, de manière peut-être un peu dégradée, mais de manière pleine et entière. Et donc moi, je suis en échange aujourd'hui avec les équipes du Quai d'Orsay, qui à ce stade sont sur la même hypothèse, évidemment, pour qu'on tienne ces élections quoi qu'il arrive. Vous le savez, le vote électronique est possible. Il va falloir faire une campagne massive pour engager les Françaises et les Français qui vivent à l'étranger à le faire. C'est simple. Moi, j'ai fait partie des cobayes, j'ai testé l'application, ça marche. Il y aura sans doute, évidemment, des bureaux de vote disponibles dans les consulats, mais qui seront, si la situation sanitaire est encore dégradée, difficiles d'accès, avec des gestes barrières, avec des files d'attente. Et donc, il faudra privilégier à fond le vote électronique. Mais montrons effectivement que cette démocratie peut vivre malgré le virus et que cette démocratie peut, paradoxalement, d'une certaine manière, le battre. Voilà, donc ça, c'est ma conviction très forte sur ces élections, qui est à la fois une conviction de démocrate, une conviction d'élu des Français de l'étranger, mais aussi, je dois le dire, une conviction de marcheur. Je pense qu'on est capable, En Marche, de renouveler la démocratie, de la moderniser et de faire en sorte qu'elle puisse survivre à ce virus, quitte à en adapter un peu les us et les règles. Merci beaucoup, Roland. J'avais une question peut-être sur ce budget du STAF, qui est le soutien au tissu associatif des Français à l'étranger. En fait, ce STAF, c'est très important. Peut-être les gens sur ce webinaire ne connaissent pas tous qu'est-ce que c'est, mais c'est donc une aide aux associations françaises. Pour 2021, je crois que ce STAF était de plusieurs millions d'euros. Donc, je pense qu'il y a une méconnaissance de cette possibilité. Et là, le consulat a posté sur son site que pour New York, en tout cas, pour la circonscription, enfin New York, New Jersey, Connecticut, on avait jusqu'au 30 octobre pour déposer un dossier associatif pour toucher ces choses-là. Donc ça paraît assez incroyable. Il y a deux choses. Il y a d'abord le fait que l'année dernière, ça a été donné plutôt pour les aides sanitaires, aides sociales, et le fait que voilà, il y a un calendrier qui fait que c'est difficile d'être au courant, d'être respecté. Donc, comment est-ce que tout ça se passe, en fait? Voilà, c'est ma question. Alors, d'abord, le staff, c'est une excellente chose. Avant le staff, il y avait le député. Ça s'appelait la réserve parlementaire. Et donc, avant qu'on soit élu,
Le député, il choisissait, il consultait, il discutait avec éventuellement ses conseillers consulaires et il décidait de manière totalement discrétionnaire de donner une enveloppe qu'il avait tous les ans pour aider les associations qu'il souhaitait aider. On a supprimé cette réserve parlementaire. Moi, j'étais contre le fait du prince et j'étais vraiment contre le fait que ce soit moi tout seul dans mon bureau qui décide d'aider tel ou tel. Et on l'a remplacé effectivement par ce dispositif qui est un dispositif qui s'appelle STAFF, qui est administré de manière décentralisée par les consulats, qui s'appuie sur le tissu local des élus. Donc, tout à l'heure, tu me demandais à quoi sert un conseiller consulaire. Les conseillers des Français à l'étranger siègent aux commissions STAFF, examinent les dossiers et participent aux décisions. Donc, ça fait maintenant 3 ans que ça roule. Ça roule plutôt bien. C'est effectivement des millions d'euros et donc des millions de dollars disponibles pour les associations locales. Ce qui est vrai, c'est que cette année, à la fois parce qu'on était en plein confinement quand les fonds ont été libérés et qu'on avait une situation sanitaire et sociale particulièrement dégradée, on a dédié ces fonds à des associations qui étaient directement impliquées dans l'aide sociale auprès des populations défavorisées, alors que normalement, ça peut toucher aussi d'autres sujets d'éducation culturelle, associatif et autres. Donc là, on revient, je dirais, à un staff plus normal, avec un processus plus normal. Je découvre que la date limite est le 30 octobre, donc on va se rapprocher des consulats pour s'assurer qu'on pourrait avoir éventuellement quelques jours de plus pour décaler ça, parce que c'est vrai que le 30 octobre, c'est littéralement demain. Et donc, c'est sans doute un peu tard pour ceux qui n'ont pas déposé de dossiers, mais voilà, donc c'est un système qui fonctionne et en tout cas qui est bien meilleur que celui qu'on avait auparavant, qui était à la main et à la main seule du député. D'accord. Ok. Donc, il faut voilà, communiquer. Ouais. Euh, Et je ne doute pas Alors, que si tu veux, l'année prochaine, tu feras partie de ceux qui communiqueront. bon, je crois que Mokhtar, tu voulais conclure cette intervention de notre député. oui, et je viens juste de voir les nombreuses questions encore qui continuent à être et je les rends On te perd là. Non. webinaire va avoir lieu justement avec. Allô, vous On a m'entendez? de difficultés avec ta connexion. Vous m'entendez tout? Ouais. Voilà. Vous me perdez? Oui, on t'a perdu Désolé. là. Vas-y, on t'a perdu là. Bon, je pense que ça va être. Tu peux te brancher ou pas? Ou tu veux nous dire. Vas-y. Bon. Je crois qu'on Oui, a. je me suis branché. Vous m'entendez là? Désolé. Peut-être qu'on va laisser Pascal conclure, non? Désolé. Donc, en fait, nous, je préviens tous les gens qui sont là, on va continuer à faire ce genre effectivement, de webinaire, comme tu l'as dit, Roland. Je crois que c'est important aussi de faire intervenir des gens qui font des choses en France. On avait pensé peut-être à quelqu'un, je sais pas, comme Brune Poisson sur l'écologie, des gens parce que je crois qu'on a aussi besoin de bien comprendre ce qui se passe en France. Souvent, il y a des incompréhensions. Je pense par exemple cet été au niveau des tests, etc. Bon, ça a été un tout petit peu confusant même. Et je suis sûre que c'était extrêmement compliqué à gérer par voilà, les autorités françaises. Mais c'est vrai que nous, on a besoin de savoir comment les choses sont organisées, sont décidées pour pouvoir voilà, soutenir aussi votre activité. Donc, Mokhtar, tu es revenu ou pas? Non, il n'est pas revenu. Est-ce que vous m'entendez là? Voilà, c'est bon. Vas-y. Merci, pardon, désolé pour ce contretemps technique. Donc, pour conclure, je remercie bien sûr notre député Roland Lescure et les nombreuses personnes qui ont participé. Je disais donc que pour les questions relatives au déplacement, je vous invite à nous rejoindre le 12 novembre prochain. Nous aurons un webinaire totalement dédié à la question de la circulation des Français entre les États-Unis et la France. L'invité sera Madame
Francine Prévite, qui est une avocate spécialisée dans l'immigration. Et je voudrais finir ce webinaire par remercier tous ceux qui ont participé, bien sûr Pascal Royer, Charles et Antoine et Pascal Richard, mais je voudrais surtout dire en ce jour triste, très triste, que ce matin même, nous nous sommes posé la question, fallait-il continuer à faire un webinaire avec une actualité aussi triste, mais nous nous sommes dit, bien entendu que nous allons le faire, bien entendu que nous allons nous montrer et montrer au monde que les choses, même si elles sont tristes pour nous, ne nous arrêtent pas de vivre et de penser et d'aider ceux qui en ont besoin. Et je retiendrai aussi les mots du président, fermeté, unité, ce sont des choses qui sont extrêmement importantes. Et j'ai, juste pour conclure, sauté sur un livre de François Sureau, Sans liberté, où il citait Chateaubriand qui disait « Sans liberté, il n'y a pas de vie ». Nous tenons, ne cédons pas. Merci, monsieur le député. Merci Roland. Merci à tous. Merci. Merci à tous et à toutes et portez-vous bien, prenez soin de vous et à très bientôt. Merci. Au revoir. Salut. Merci à tout le monde d'avoir participé. Et on